c'est Clochette Kelly et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour l'update lecture du mois de mai 2017. J'ai tout d'abord commencé le mois de mai avec La Table Citron de Julian Barnes. Et dans ce livre qui est composé de 11 nouvelles, nous allons suivre des personnes qui sont avancées dans l'âge. C'est-à-dire que chaque nouvelle va raconter une histoire. Chaque nouvelle va raconter l'histoire d'une personne âgée, enfin avancée dans l'âge, qui est retraitée et qui va nous raconter des anecdotes qu'il a passées. Donc nous avons tout d'abord la brève histoire de coiffure, où nous allons retrouver le héros qui se fait couper les cheveux tout d'abord jeune, qu'il explique qu'il n'aime pas le coiffeur, où il raconte certains passages avec sa petite amie, et jusqu'au moment où il est avancé dans l'âge, où il retourne au coiffeur, même si il n'aimait pas ça, et il devient tout ce qu'il a critiqué durant le livre, et c'était très intéressant de lire la première nouvelle. Ensuite, il y a l'histoire de Matt Israelson, où nous avons l'histoire d'un amour manqué. Et comment expliquer ça? Les deux personnages dans l'histoire sont mariés, ils tombent amoureux, ils espèrent que l'un ou l'autre fasse le premier pas, mais aucun des deux ne le fera, et une fois qu'ils seront avancés dans l'âge, ils se rencontreront à nouveau. Et je n'en dirai pas plus. Les choses que tu sais parlent de deux femmes qui se retrouvent. Donc on retrouve deux jeunes femmes qui se retrouvent le même jour de la semaine à boire le café et qui discutent ensemble. L'autre sait des choses qu'elle ne raconte pas à son amie pour ne pas la décevoir, et ainsi de suite. Hygiène est une nouvelle un peu plus osée, où nous parlons plus de l'hygiène sexuelle d'un homme qui est avancé dans l'âge. Et si je ne me trompe pas, on sait qu'il trompe sa femme, qu'il s'invente des rendez-vous, qu'il va retrouver sa maîtresse, et cela pendant au moins 25 ans, jusqu'au jour où il retourne voir sa maîtresse et les choses ne se passent pas comme il l'aurait voulu. Renouveau parle d'une pièce de théâtre où un homme va raconter son histoire avec une jeune femme qu'il aura fait jouer dans l'une de ses pièces de théâtre. Vigilance parle d'un homme qui se rend à l'opéra et qui ne supporte pas les bruits, que ce soit les gens qui mangent des bonbons, les gens qui toussent, les gens qui font tout simplement du bruit, et donc va essayer de lutter contre ça tout le long de la nouvelle. On a Écorce qui retrace l'histoire d'un homme qui a une femme qui est très gourmand, donc sa femme devient très gourmande, mais sa femme finit par mourir et lui continue sa vie tout simplement et essaye de prendre soin de sa santé et finit par acheter un sauna, et ils sont plus de 25 si je ne me trompe pas à être sur la liste, et c'est le dernier survivant qui deviendra le propriétaire du sauna. Français courant sont des lettres qu'une femme envoie à l'auteur. Nous n'avons pas l'échange entre les deux, mais on retrouve toutes les lettres que cette femme a écrites à l'auteur et lui raconte des choses. Et ça a été très intéressant de lire l'aventure de cette femme jusqu'à la dernière lettre. Appétit parlera d'un homme qui aime qu'on lui lise des recettes de cuisine. Et nous allons découvrir ainsi comment il a rencontré sa femme et comment il parle à sa femme, ce que sa femme endure tout au long de la nouvelle. Nous avons aussi La Cage à fruits, mais j'avoue que je ne me rappelle plus du tout de quoi elle parle, celle-ci, parce que j'ai totalement décroché à la lecture. Il me semble que c'est donc une fille qui retourne voir sa mère qui est avancée dans l'âge, et donc et qu'elle découvre des pilules contraceptives dans la boîte à pharmacie.
Et ainsi, elle va nous raconter un peu l'enfance qu'elle a eue et les rapports et les échanges qu'elle a eus avec ses deux parents. Et la dernière, le silence. Le silence m'a fait penser à Kaji Motojiro, qui a écrit Le Citron, parce qu'on retrouve des mots similaires entre les deux, enfin des événements qui sont presque identiques. Donc je me demande si c'était pas de lui qu'il parlait, ou alors d'un des mêmes personnages qu'ils ont tous les deux utilisés pour écrire cette nouvelle-là. Donc il va parler d'un maestro, d'un musicien, de ce genre de choses. Je l'ai beaucoup apprécié, il se lit assez vite et puis bon, on n'est pas obligé de lire tout de suite, donc du coup j'ai pris mon temps pour le lire et entre temps j'en ai enchaîné d'autres et je le reprenais de temps en temps. C'est un livre qui est quand même aéré, très fluide, les mots sont simples, quelquefois le langage est un peu cru, mais c'est pas, ça dérange pas plus que ça parce qu'on se dit que dans ce temps-là les gens parlaient effectivement comme ça. Je ne sais pas exactement comment décrire l'œuvre entièrement, mais c'est une lecture très agréable. Donc ensuite, on a Amélie Nothomb, Acide sulfurique. Je l'ai lu en 3 heures seulement. J'ai été immédiatement plongée dedans. Et donc ça va raconter l'histoire de gens qui ont été capturés pour participer à une émission de télé-réalité. Donc cette émission en fait va consister à ce que il y a les bourreaux qui vont, comment ils les appellent déjà? La capo. Donc ils vont appeler ça les capots. Donc les capots battent les gens qui ont été capturés dedans, qui ne portent plus leur prénom ni leur nom de famille, mais des numéros de matricule. Donc pour les reconnaître, ils les appellent CK, etc. Et tout le long, on va suivre donc la capo Zena avec l'héroïne qui s'appelle Panonique. Et donc Zena tombe follement amoureuse de Panonique et va essayer de la faire sienne. Mais ce que veut Panonique, c'est s'évader. Et franchement, je l'ai lu en seulement 3 heures, j'aurais pas cru. Ça a été mon premier Amélie Nothomb. C'était pas totalement une révélation, mais son style d'écriture est fluide et tellement agréable à lire. Les mots sont pas compliqués, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures pour comprendre le sens de la phrase ou ce qu'elle a tenté, de dire. En plus, il y a une morale parce que ce qu'il y a dans ce livre peut se passer réellement dans la vie. Je veux dire, les émissions de télé-réalité telles que Les Anges, Secret Story et tout ça, je veux dire, c'est en quelque sorte la même chose que ce livre, sauf que dans la vraie vie, ils sont consentants, hein, donc ils y vont de leur plein gré dans ces émissions, sauf que dedans, ils y vont malgré eux. Et on peut se dire qu'un jour, si les gens deviennent complètement fous, ce genre d'émission pourrait exister. Et c'est très malheureux, mais j'ai beaucoup apprécié ce livre. Ensuite, j'ai lu Arturo Pérez Reverte, Une affaire d'honneur et Les yeux bleus. Donc ce sont 2 nouvelles. Donc c'est un livre bilingue où j'ai préféré la première nouvelle, donc Une affaire d'honneur, qui va retracer l'histoire d'un camionneur qui va surprendre d'un coup, en fait où il sort d'un camion de prostituées et voit une jeune femme et il tombe amoureux, donc ça a été le coup de foudre, sauf que pour lui ça vient pas aussi facilement que nous on le lit, mais on le ressent comme ça. La jeune adolescente doit devenir prostituée et il va essayer de la sortir de là-dedans. Et s'ensuit une course-poursuite entre ceux qui veulent que la gamine devienne prostituée et le camionneur qui essaye de la sauver. Et cette nouvelle-là a été super. J'ai vraiment apprécié. J'aurais presque cru me voir dans un téléfilm, en train de regarder un téléfilm, ce genre de choses.
La première nouvelle, franchement, est vraiment meilleure que la deuxième, Les yeux bleus, où honnêtement, je n'ai strictement rien compris. Je trouve que, certes, le langage dans ce bouquin est un peu cru. Il y a des fois, il emploie des mots bon, qui sont un peu vulgaires, mais bon, c'est comme ça. Mais la deuxième nouvelle, je sais pas, j'ai complètement été paumée. On sait juste que c'est un homme qui va... donc apparemment qui a couché avec une indienne. Et il se demande si son enfant a les yeux bleus comme lui ou ce genre de choses. Enfin, je n'ai strictement rien compris à la deuxième nouvelle, donc je ne vais pas en parler. Mais la première nouvelle était franchement très très bien. Ensuite, j'ai lu Kim Choe Mère, des poèmes qui sont bilingues français-coréen. Où dedans je me suis retrouvée, ces poèmes m'ont énormément émue parce que c'est des choses que moi-même j'ai pu vivre ou j'ai pu ressentir quand j'étais plus jeune et que je ressentirai tout au long de ma vie. Ce livre, donc ces poèmes-là, elle les dédie donc à sa mère et elle explique comment sa mère a été malade, comment elle a eu le manque de sa mère, ce genre de choses. Et j'ai été emportée par les poèmes, j'ai été emportée par ces mots et j'ai franchement adoré lire les poèmes de Kim Choe. J'ai lu aussi Les petits enfants du siècle de Catherine Rochefort. Derrière, nous n'avons pas de résumé. L'histoire va raconter qu'une jeune fille a beaucoup de frères et sœurs dont elle doit s'occuper et sa mère continue de faire des enfants pour pouvoir toucher les allocations. Et la jeune fille donc aide sa mère continuellement tout au long de sa vie. Par moments, on va péter des câbles, elle va essayer de se rebiffer et plus ou moins coucher et à droite et à gauche. Et elle nous explique tout ça dans son livre. C'est un petit livre détente, normal. Rien de choquant, rien de particulier. La lecture est pas compliquée. Parfois ça fait un peu bloc dedans, donc ça peut... voilà. Mais sinon ça se lit très 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 vite. Ensuite j'ai lu Raymond Queneau, Exercice de style, où dedans nous allons lire 99 fois la même histoire sous des styles différents. Et j'avoue ne pas l'avoir terminé parce que j'ai trouvé ça longuet et un peu pénible. Mais lire les styles différents, c'est pas mal parce que du coup ça va raconter l'histoire d'un homme qui va rencontrer un jeune dans un bus et puis qui va le revoir plus tard. Et sous des styles différents, il va raconter encore et encore la même chose. Et donc j'ai dû lire à peu près la moitié. Puis j'en ai eu marre, j'ai voulu passer à autre chose parce que bon quand même ça reste la même histoire mais avec des styles différents, donc c'est plus un livre pour étudier qu'un livre pour se détendre. Et ensuite j'ai lu Niccolo Amagnetti, Moi et toi, où nous suivons Lorenzo qui va inventer toute une histoire à sa mère pour lui dire qu'il est invité au ski avec des amis pendant une semaine parce que c'est un garçon qui est assez renfermé, il ne voit pas l'intérêt de se mélanger aux autres, il copie les autres pour se fondre dans la masse. Mais il finira par entendre une conversation comme quoi des élèves de sa classe vont skier et donc lui, pour faire plaisir à sa mère, lui dit qu'il a été invité au ski et donc de là sa mère qui saute de joie se met à pleurer, lui le sait et il n'ose plus lui dire la vérité et nous allons le suivre pendant toute une semaine enfermé dans sa cave avec sa demi-sœur née d'un premier mariage qui vient le voir. Et là s'enchaînent des événements et honnêtement j'avais pas envie de quitter le livre, j'avais envie d'en apprendre encore plus. Je voulais savoir, j'aurais aimé ensuite après le livre pouvoir lire les rapports qu'il aurait pu avoir avec sa demi-sœur, ce genre de choses. Mais l'auteur finit très 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 bien le roman à la fin, une fin qui est inattendue, qu'on ne s'attend pas, on ne s'attend vraiment pas à ça et ça a été mon coup
coup de cœur du mois de mai. J'ai adoré lire ce livre. Un livre qui est vachement bien aéré. Tout est bien aéré du début à la fin. C'est écrit quand même assez gros. Ça se lit super vite. J'ai dû le lire en quelques heures aussi celui-ci. Donc ensuite j'ai lu un deuxième Amélie Nothomb, Rick et à la haut, que j'ai lu en quelques heures aussi, étalé sur 2 jours, où l'on suit deux enfants, donc un qui est très moche apparemment, et l'autre qui est très joli. Le premier est plus qu'intelligent, et la deuxième un peu perchée, on va dire. On les suit tous les deux du moment où ils sont nés jusqu'à ce qu'ils se rencontrent. Et c'est une histoire que j'ai vraiment aimé lire et je dirais qu'il ne manque rien du tout à ce livre. Il est vraiment parfait, l'histoire tient debout du début à la fin, l'écriture comme d'habitude aérée, il n'y a pas de mots compliqués, c'est très bien construit et il y a des passages il y a des passages qui sont un peu philosophiques, comme là, quand il était seul, le bébé ne souriait jamais. Il n'avait pas besoin de s'avertir lui-même de son contentement. Le sourire relevait du langage, ou plus exactement de cette forme du langage qui s'adressait à l'autre. Car il existait aussi un langage intérieur, étranger à la formation, qui ne servait qu'à l'augmentation de l'extase. J'ai adoré lire ce passage-là, il y en a un autre. Il y a aussi « Notre fils est intelligent », déclara-t-elle. Elle avait raison, l'enfant-son avait ces formes supérieures d'intelligence que l'on devrait appeler le sens de l'autre. L'intelligence classique comporte rarement cette vertu qui est comparable au don des langues. Ceux qui en sont pourvus savent que chaque personne est un langage spécifique et qu'il est possible de l'apprendre à condition de l'écouter avec la plus extrême minutie du cœur et des sens. C'est aussi pour cela qu'elle relève de l'intelligence. Il s'agit de comprendre et de connaître. Les intelligents qui ne développent pas cet accès à autrui deviendront au sens étymologique du terme des idiots, des êtres centrés sur eux-mêmes. Et j'ai pris un troisième extrait sur le fait de pleurer. Et j'ai trouvé, il y a certains moments dans le livre, il y a des passages qui sont vraiment prenants, quoi. Et là, pour pleurer, ça m'a totalement parlé. Pleurer semblait avoir un rapport avec la douleur. Pour ce qu'il en comprenait, la mère versait des pleurs quand elle souffrait. Il ne parvenait pas à discerner s'il s'agissait d'un symptôme ou d'un langage. Toujours est-il qu'il n'éprouvait pas de douleur et qu'il doutait même d'être capable de pleurer. Il avait essayé lorsqu'il était seul, aucune eau ne sortait de ses yeux. Et ensuite, nous avons aussi sur le fait de savoir parler. Le bébé se demanda en quoi une phrase représentait un progrès. C'était du cafouillage qui compliquait tout à plaisir. Pourtant, il lui importait d'aller dans leur sens, donc il dirait une phrase, d'autant qu'il était vexé que l'on crut pas capable. Et dans celui-ci, il va s'adapter aux autres, il va se comporter comme les autres, il va essayer de faire comme les autres, il va suivre sa vie d'adolescent un peu de tombeur. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on n'arrête pas de nous répéter qu'il est pas beau, qu'il est moche, qu'il est d'une mocheté inexplicable, ce genre de choses. En plus, qu'il va devenir bossu par la suite. Où il va avoir des séances de kiné pour se remettre d'aplomb parce que sinon ça va pas aller. Enfin, ce genre de choses. Et la fille, en plus ils ont des prénoms assez particuliers. Alors lui c'est Déoda et elle c'est Trémière. Trémière qui m'a fait penser à Crémière au début. Mais finalement, ouais, ces deux personnages, avec leur façon de penser, se complètent parfaitement et on se demande, mais du début à la fin, comment ils vont se rencontrer, est-ce qu'ils vont se rencontrer,
tout ce genre de choses. Et je dirais, ouais, ça a été un second coup de cœur pour le mois de mai 2017. Ricky à la houppe, j'ai vraiment aimé, comme moi et toi de Nicolo Amaniti. Donc voilà, je vais à présent vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à aimer la vidéo et tout le tralala qui va avec. Dites-moi en commentaire si vous connaissez l'un des livres que j'ai lus, ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Des bisous. Aujourd'hui, on se retrouve pour Aujourd'hui, on se retrouve pour le deck lecture. Non, je le dis pas. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deck lecture 2017. J'ai tout d'abord commencé le mois de mai avec la table qui avançait dans l'âge.